va poursuivre avant cela avec Fabrice Chemla, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui, qui est chimiste, professeur à Sorbonne Université, membre également de l'Institut parisien de chimie moléculaire, alors auteur d'articles, de chapitres, d'ouvrages scientifiques, bien sûr, mais aussi d'un livre de science-fiction qui est sa passion, intitulé « Le laboratoire de l'imaginaire, la chimie dans la science-fiction », qui est paru aux éditions Le Bélial en 2024. Il va aujourd'hui nous parler donc de ces soubassements scientifiques, symboliques, religieux, ethnologiques du parfum dans le domaine de l'imaginaire. Alors, on en parlait à l'instant, parfum ou plutôt odeur, c'est peut-être une distinction que je n'ai pas faite tout à l'heure, une distinction conceptuelle. Alors, elle est assez simple, mais on peut dire que l'odeur, vous me corrigerez pour ceux qui sont les plus spécialistes, mais n'est ni péjoratif ni amélioratif. Disons que l'odeur est objective, c'est ce que les objets exhalent. Peut-être que la senteur serait l'odeur agréable, sentie par le sujet, qui donc nécessite que quelqu'un la perçoive. Et puis le troisième terme qu'on a employé jusqu'à présent, qui est donc le parfum, dérivé de l'italien fumare, fumer. Qui donc désignerait plutôt l'extrait qu'on ferait des fleurs ou des substances naturelles pour les associer et en faire une combinaison qui satisfasse la personne qui sent. Alors vous me direz si j'ai juste ou pas, mais en tout cas, voilà, les parfums de l'imaginaire ou les odeurs de l'imaginaire. Fabrice Chemla, je vous laisse la parole. Oui, comme il vient d'être dit, je suis chimiste. Je suis chimiste qui s'occupe de chimie organique, c'est-à-dire la chimie des substances naturelles, des substances qui sont issues principalement du monde du vivant. Et par ailleurs, j'ai une activité de recherche aussi sur la science-fiction et son utilisation dans la construction des mythologies modernes sur la science. Donc je vais vous parler de ces deux aspects-là, puisque ces aspects se mélangent pour moi assez intimement. Donc il a été cité que j'avais écrit un livre qui n'est pas de science-fiction en fait, qui est un livre de chimie utilisant la science-fiction dans ses démonstrations, qui est un livre de médiation scientifique à destination principalement de ceux qui ne sont pas chimistes. Et donc, je vais vous parler, dans tout ce travail-là, il y a effectivement un aspect sur les odeurs, les parfums, les senteurs, les fragrances, qui est encore une autre chose. Je pense que demain, on nous expliquera beaucoup plus facilement que moi quelle est la différence entre un parfum et une fragrance. La fragrance, ce sera plutôt une odeur venue d'une molécule très particulière, la plupart du temps pure, alors qu'un parfum peut être un mélange, etc., etc. Mais je pense que demain, on aura un cours sur le sujet. Alors, pourquoi s'occuper, en fait, de la place des odeurs dans l'imaginaire ? Ça, il y a des quantités de raisons qui sont, d'une manière générale, que la science-fiction, de mon point de vue à moi, et du point de vue de plein d'autres personnes, d'ailleurs, qui s'occupent de ce sujet-là, est on va dire un champ esthétique qui s'occupe principalement de nous parler de nous-mêmes, de notre société, en le déplaçant ailleurs, dans un autre temps, dans un autre monde, mais pour montrer, en fait, en réalité, ce qui est chez nous. Alors, avant de parler des odeurs, je vais peut-être faire un tout petit rappel sur ce que c'est que la science-fiction et l'imaginaire d'une manière générale, car je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien de quoi je parle. Qu'est-ce que l'imaginaire ? Eh bien, l'imaginaire, c'est une expression artistique qui met en jeu des objets, des personnages. Ah, par contre, je n'ai pas de laser, mais ce n'est pas grave. Des personnages, des situations, des événements qui ne peuvent pas avoir lieu dans notre monde ici et maintenant. C'est opposé généralement à ce qu'on appelle par le merveilleux mot français mainstream, qui généralement désigne, alors en littérature, on appellera ça la littérature blanche, souvent, mais comme c'est dédié à la littérature, il y a beaucoup d'autres formes de ce type d'expression artistique qu'on qualifie par le mot mainstream. Donc juste pour vous faire une représentation, vous avez là à droite deux films récents qui sont Dune et La planète des singes, énième opus, d'accord ? Donc ça, typiquement pour vous, c'est de la science-fiction. Et par rapport à ça, vous avez Le Comte de Monte-Cristo ou un petit truc en plus, qui sont des films très intéressants aussi, mais clairement qui ne sont pas de la science-fiction. Alors en fait, l'imaginaire, c'est un genre assez général qui regroupe deux grands domaines. Le premier, c'est celui de la science-fiction
purement, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le fantastique ou la fantaisie. Les deux sont assez mélangés. En français, on les sépare. En anglais, c'est le même champ littéraire, d'accord ? Alors, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, la science-fiction sera l'exploration de concepts qui sont fondés sur des principes, des théories et des possibilités scientifiques. Et on explorera, dans ce cadre-là, la condition humaine et sous l'angle de ce qu'imposera le progrès scientifique et technologique. En revanche, de son côté, le fantastique ou la fantaisie feront intervenir des éléments surnaturels, magiques, qui ne sont absolument pas possibles et clairement impossibles dans les lois naturelles de notre monde. Et bien sûr, ça mettra en jeu des créatures, des systèmes, des mondes de nature magique. Alors, j'ai ici repris un schéma qui est particulièrement parlant et qui montre quand même que ces deux catégories que je viens de faire ne sont pas aussi distinctes que je veux bien le faire croire. Il y a effectivement des interfaces entre la science-fiction et le fantastique, c'est ce qu'on appelle le fantastique pseudo-scientifique, qui a d'ailleurs actuellement pas mal le vent en poupe. L'ensemble des deux fait de l'imaginaire, mais vous noterez bien que le cercle science-fiction, il sort un peu sur le mainstream qui est à l'extérieur, parce qu'il y a de plus en plus de gens, d'auteurs dits de mainstream, qui commencent à écrire. Laurent Godet, par exemple, a écrit récemment Chien 51, qui a purement un ouvrage de science-fiction, mais il ne fait pas de science-fiction. Le Tellier a fait L'Anomalie, qui lui a donné le prix Goncourt, mais on dit que ce n'est pas de la science-fiction, etc., etc. Et vous avez aussi un mainstream pseudo-fantastique dans lequel on va faire intervenir des vampires, des loups-garous, juste pour mettre en œuvre des histoires d'amour qui sont pas d'une banalité, parce que ça voudrait dire que je méprise ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas qui sont assez traditionnels. Alors, la science-fiction est un milieu qui est en fait extrêmement développé, assez fermé, que peu de gens connaissent. Il y a évidemment des médias qui sont dédiés, et vous allez trouver des aspects de l'imaginaire dans plein de choses. Évidemment, les films et les séries TV, les dessins animés, ça, il y en a des quantités, les jeux vidéo, si vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo, regardez donc les jeux vidéo auxquels ils jouent, vous apercevrez que souvent c'est de la science-fiction ou du fantastique, la littérature bien sûr, les comics, les mangas, les jeux de rôle qui ont maintenant gagné leur lettre de noblesse, il y a du théâtre de science-fiction, de l'architecture qui met en scène beaucoup de visions de type imaginaire, et les arts graphiques évidemment. Il y a une communauté, des communautés dédiées, un fandom, ce qu'on appelle un milieu de fans, qui recouvre grosso modo, on estime, entre 70 000 et 100 000 personnes en France, d'accord ? Des conventions avec des réunions en France, Europe, monde, des festivals. Si certains connaissent, à Nantes, il y a le Festival des Utopiales, qui a quand même réuni cette année 250 000 personnes sur 3 jours, donc c'est quand même pas négligeable. Il y a des bases de données, une blogosphère extrêmement importante, des prix en français, aux États-Unis, etc., et une recherche académique qui est particulièrement vivante. Juste pour vous convaincre de l'importance du genre, eh bien voici le top 15 au box-office des films de tous les temps, toutes recettes confondues. On s'aperçoit que sur les 15 que je viens de mettre là, eh bien, il y en a 10 qui sont en fait de la science-fiction. Le plus gros étant Avatar. On parlait ce midi d'Avatar. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Ben oui, clairement, c'est de la science-fiction. Et c'est le plus gros film au box-office. Son enfant, son premier enfant, on va dire, la suite d'Avatar, c'est La Voix de l'eau, c'est le 4e. Donc vous voyez, Star Wars, bien évidemment, tout ce qui est issu de l'univers de Jurassic Park, E.T., Spider-Man, tout ce qui est super-héros, tout ça, ça fait partie du champ de la science-fiction. Alors ça, vous voyez, ça fait quand même 76% des recettes mondiales en 2024 du milieu du cinéma, ce qui n'est quand même pas négligeable. Le chiffre est aussi très important au niveau des séries. Là aussi, je vous ai représenté les 15 séries les plus vues sur les 5 dernières années, et en vert, vous avez celles qui sont directement liées au champ de la science-fiction.
Et pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, ou qui jouent eux-mêmes, parce que maintenant je crois que moi je joue aussi de temps en temps, pas tout le temps, moins que mon gamin, mais quand même de temps en temps, eh bien vous voyez, c'est aussi 22% des ventes de jeux vidéo en 2023, c'est quand même pas négligeable. Alors, je vais m'axer un petit peu plus sur la littérature, parce que c'est assez intéressant. La littérature de l'imaginaire en France représente 24% des chiffres de l'édition, ce qui est loin d'être négligeable. Environ 1800 livres par an, plus 23% sur les 5 dernières années, 50% de nouveautés, 50% de production française. Donc vous voyez, c'est un champ extrêmement vivant, à peu près moitié-moitié science-fiction fantastique en utilisant la séparation que j'ai mentionnée tout à l'heure, et un genre particulièrement non genré, puisque c'est un des rares lieux de la littérature dans lequel il y a moitié-moitié des femmes et des hommes. Et à côté de ces 24% de chiffre d'affaires de l'édition, eh bien on constate que c'est moins de 5% des rubriques culturelles non spécialisées. Il y a un véritable omerta discrédit sur la science-fiction, on pourra en parler lors des questions, qui dure depuis le début des années 50, et on constate malheureusement qu'elle n'est pratiquement pas représentée au niveau des rubriques culturelles. Alors, juste rapidement, les origines, un petit historique sur la science-fiction, pour ceux qui ne la connaissent pas. On date, les gens ne sont jamais d'accord entre eux, hein, c'est toujours pareil, mais on date grosso modo la naissance de la science-fiction avec Frankenstein de Mary Shelley, qui est un vrai ouvrage de science-fiction. Pour ceux qui l'ont lu, ne vous fiez pas aux films qui en ont été tirés, mais c'est un vrai ouvrage de science-fiction. Et très vite, il y a Edgar Allan Poe qui s'occupe plus un peu du côté du fantastique, avec La chute de la maison Usher et Le Corbeau, et plein d'autres, et notre Jules Verne national, qui écrit des livres que l'on qualifie à l'époque d'anticipation, 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, et des quantités d'autres qui sont bien connus. Son petit frère, un petit peu plus jeune que lui, c'est Herbert George Wells, en Angleterre, qui écrit La guerre des mondes et la machine à voyager dans le temps. Vous voyez, on est à la fin du XIXe siècle et ce mouvement se poursuit principalement en France et un peu moins en Angleterre, mais très très clairement en France, par Ronnie Heney, qui est une des figures les plus marquantes du début du XXe siècle dans le domaine. La guerre du feu, La mort de la Terre, Les navigateurs de l'infini. Il était président de l'Académie Goncourt, ce qu'on oublie souvent. À cette époque-là, l'omerta dont je parlais tout à l'heure sur ce champ de l'imaginaire n'existe absolument pas. Et son successeur, Maurice Renard, que je citerai tout à l'heure, avec Un homme chez les microbes ou Le péril bleu, qui sera celui qui théorisera le genre. Ça ne s'appelle pas encore science-fiction, ça s'appelle le merveilleux scientifique. Et pour Maurice Renard, le merveilleux scientifique, c'est la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Le but de Maurice Renard et de ses prédécesseurs, c'est en fait de représenter l'impact de la science sur l'imaginaire, sur la littérature, par des biais littéraires à cette époque-là, bien sûr, sur le futur, sur la vie des gens telle qu'on l'envisage à ce moment-là. Le dernier de cette série-là, ce sera René Barjavel avec Ravage et Le voyageur imprudent au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cadre-là, arrive un jeune homme qui s'appelle Hugo Gernsback, qui est un émigré luxembourgeois. Il arrive aux États-Unis et il fonde un journal qui est en fait un journal de vulgarisation scientifique. Et puis, comme c'est un fasciné de ce genre de littérature-là, il adore Jules Verne, il adore Wells, il commence à mettre dans son livre qui ressemble, en fait c'est un Science et Vie de l'époque, hein, dans ce journal-là, il commence à mettre des nouvelles de Jules Verne, des nouvelles de Wells, et ça a un succès absolument phénoménal. Et il fonde, à partir de 1926, un journal qu'on appelle un pulp, parce qu'ils étaient écrits sur du papier d'une très très mauvaise qualité, en 1926, qui s'appelle Amazing Stories, et dans les mêmes eaux, un autre journal, Weird Tales,
et créés qui racontent plutôt des histoires fantastiques. Et ces deux journaux-là vont avoir un développement absolument extraordinaire aux États-Unis, et c'est Hugo Gernsback qui inventera le mot science-fiction. Il inventera d'abord le mot science-fiction, et puis ça sonne pas très bien, il transforme ça en science-fiction. Et ça se développe énormément. À partir des années 30, ce sont des journaux qui ne coûtent pas très cher, hein, et qui se développent sur tout le territoire des États-Unis et qui ont énormément de succès. Et puis la Seconde Guerre mondiale arrive, et après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a un effondrement total de la science-fiction européenne. Ça disparaît complètement du paysage pour des raisons en fait très bêtes. C'est la crise du papier. Il n'y a plus de papier. Tous les romans que je vous ai cités avant étaient publiés, c'était des romans populaires, ils étaient publiés dans des fascicules, souvent par épisode dans les journaux, il n'y avait pas que cela, hein. Fantomas était publié par épisode dans des journaux, et après la Seconde Guerre mondiale, la crise du papier fait qu'une bonne partie, une très très grande partie de ces supports disparaissent. Si le support disparaît, les histoires disparaissent aussi. Et du coup, la science-fiction européenne disparaît complètement. Mais heureusement, les Américains prennent le relais. Et il y a énormément d'histoires de l'époque américaine qui reviennent en Europe et qui sont retraduits et qui, la science-fiction de ces années-là, commence effectivement à devenir la plus importante. On assiste dans les années 60-70 à un renouveau en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne et en Italie. Et puis depuis le début du XXIe siècle, c'est une véritable explosion mondiale. La Chine, l'Inde, l'Afrique s'y mettent. La dernière convention mondiale, l'avant-dernière convention mondiale de science-fiction, s'est tenue en Chine, à Shanghai, par exemple. Alors, pourquoi la science-fiction dans le cadre des conversations sous l'arbre ? Eh bien, parce qu'en fait, en étudiant la science-fiction, on s'aperçoit que cette science-fiction-là, et l'imaginaire en général, est le cadre parfait pour créer de nouveaux récits, symboles et archétypes qui trouvent un écho direct dans notre société contemporaine. On va explorer l'impact technologique sur l'humanité, la représentation des futurs possibles, les réflexions, il y aura des réflexions sur des questions de société, l'utopie, la dystopie. Si vous n'avez pas entendu le mot dystopie encore, c'est que vraiment vous êtes bouché à l'émery. L'écologie, bien évidemment, et l'impact culturel important d'œuvres emblématiques. Et c'est donc un outil puissant de construction des mythologies modernes, avec la production d'imaginaire, avec des réflexions non négligeables sur les problèmes contemporains, des problèmes écologiques par exemple, et puis la création de symboles culturels durables, que vous connaissez tous. Je vais vous faire une imitation, vous allez reconnaître tout de suite. Je suis ton père. Instantanément, vous savez de quoi je parle, évidemment. Parce que ça, si ça, ce n'est pas un symbole culturel durable, on se demande ce que c'est. Alors, la science-fiction, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas de l'anticipation. Ce n'est pas quelque chose qui va prédire l'avenir. Il ne faut pas lui demander ce qu'elle n'est pas capable de faire et qu'elle n'est absolument pas destinée à faire. Elle ne prédira rien. En revanche, elle proposera dans tout son foisonnement, il y en a des quantités, différents récits qui sont quelquefois complètement contradictoires, mais dont certains peuvent s'avérer. Et dans ces conditions-là, on dit « Oh, la science-fiction l'avait prévu ». Oui, enfin, si vous prenez le bouquin d'à côté, il ne l'avait pas prévu du tout. Donc, ce n'est pas une question de prévoir l'avenir. On n'est pas dans l'anticipation et encore moins dans la prospective. On est dans la création d'imaginaire. Et dans ce cadre-là, il est intéressant d'analyser la science-fiction comme une métaphore de notre vie contemporaine et une métaphore tout particulièrement de la science, toutes les sciences, et de leur impact sur notre vie quotidienne et sur nos désirs et aspirations profondes. Elle nous parle de nous ici et maintenant, mais elle déplace le propos, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc elle nous parle aussi de notre rapport à la science et aux objets scientifiques que nous sommes amenés à côtoyer. Et donc il est intéressant d'analyser les propositions scientifiques ou culturelles de la SF pour mettre en évidence les besoins, les désirs, les peurs technoscientifiques de l'époque. Accessoirement, ça a un impact non négligeable sur l'analyse de l'histoire des sciences et techniques et sur la philosophie des sciences et l'épistémologie. Donc ça, c'est un peu le champ de recherche auquel je m'adonne quand je ne fais pas de la chimie bête et brutale. Parce que ça m'arrive aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une odeur? Justement, dans ce cadre-là, nous allons regarder quelle est la représentation de l'odeur, de la senteur, de la fragrance, de tout ce genre de choses-là dans la science-fiction et dans l'imaginaire. Et voici une introduction qui va vous mettre tout de suite dans le bain. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Patrick Suskind, bien évidemment. Si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu parler. Je vous rappelle, ça c'est pas la citation tout de suite dont nous allons parler, comment est présenté Grenouille au départ. Baldini le regarda partir, arpenter le pont en direction de l'île, petit et courbé dans la pente, portant son sac comme une bosse et ressemblant, vu de derrière, à un vieil homme. De l'autre côté, vers le palais de justice, là où la rue faisait un coude, il le perdit de vue et se sentit extraordinairement soulagé. C'est comme ça que Baldini décrit Jean-Baptiste Grenouille, le personnage principal du roman Le Parfum. Je vous rappelle que Grenouille est un pauvre hère qui est né dans le Paris du XVIIIe siècle, un être falot, introverti, envers lequel ses congénères éprouvent une réticence instinctive. Et pourquoi ? Parce qu'il ne dégage aucune odeur corporelle, même la plus infime, et ceci, dans une société humaine, rend les gens terriblement mal à l'aise, sans qu'ils en aient même conscience. Mais il a un pouvoir extraordinaire, et c'est en ça que c'est une œuvre d'imaginaire tout de même. Il tient jalousement secret ce secret, c'est normal, son nez. C'est un être fantastique qui est capable de sentir la moindre odeur, de la classer, de la reconnaître et de la reproduire à l'instinct avec exactitude s'il dispose des ingrédients nécessaires. Donc, à 6 ans, il avait totalement exploré effectivement le monde qui l'entourait. Il n'y avait pas un objet dans la maison de Madame Gaillard, ni dans la partie nord de la rue de Charonne, pas un endroit, pas un être humain, pas un caillou, pas un arbre, buisson, latte de palissade, pas le moindre pouce de terrain qu'il ne connut par l'odeur, ne reconnut de même et ne garda solidement en mémoire avec ce qu'il avait d'unique. C'est comme s'il avait appris tout seul et possédait un gigantesque vocabulaire d'odeurs lui permettant de construire une quasi-infinité de phrases olfactives nouvelles. Alors Grenouille parle et entend les odeurs comme on peut entendre et parler une langue. Mais alors, si on parle et on entend une langue, quels sont les mots? C'est quoi les mots? C'est quoi les lettres de ce type de communication? Alors une odeur, c'est en fait composé d'un ensemble de petites molécules qui contiennent assez peu d'atomes. Généralement, il y en a moins d'une centaine, la plupart du temps organiques, c'est-à-dire faites de carbone et d'hydrogène, avec quelques petits atomes supplémentaires sur lesquels je passerai. Et elles doivent être surtout suffisamment volatiles pour pouvoir être diffusées dans l'air. Parce que, vous l'avez senti tout à l'heure, il faut mettre comme ça, il ne faut pas se toucher le nez, parce que si vous vous touchez le nez avec la mouillette, c'est terminé. Le parfum d'après, vous ne le sentez plus, vous avez le nez complètement saturé. Alors, comment est-ce qu'on sent les odeurs? Dans le cas des odeurs corporelles, ces molécules qui sont volatiles sont produites généralement par les systèmes biologiques. Les humains, vous, moi, enfin pas moi, vous surtout, les exhalent par leur sécrétion, comme la sueur, l'haleine, et ça se répand dans l'air, un bouquet de molécules que nous pouvons bien évidemment détecter. Une partie de ces molécules sont également émises par des micro-organismes qui sont implantés à la surface de notre peau. Par exemple, votre transpiration n'a pas d'odeur intrinsèque, mais son fumet est produit par des bactéries spécifiques qui se nourrissent des corps gras contenus dans la sueur pour rejeter de l'acide caproïque. Alors, je suis chimiste, il y aura tout le temps des petites molécules. Vous embêtez pas si vous ne les reconnaissez pas, si vous ne savez pas les lire, ce n'est pas bien grave, croyez-moi sur parole. Donc cet acide caproïque, qui est un acide qui porte un nom qui vient de capra, la chèvre, parce qu'il constitue un des éléments odorants principaux des sécrétions du bouc. On le trouve également dans le fromage. Alors, le mélange de ces molécules volatiles constitue une odeur et sont détectées par notre système olfactif situé dans la cavité nasale. Vous le voyez ici en jaune. C'est fait d'une muqueuse composée de neurones olfactifs extrêmement sensibles. Ces neurones jouent le rôle de récepteurs permettant de capter une molécule volatile particulière. Il existe plus de 400 types de récepteurs différents, chacun spécialisé dans la détection d'un genre spécifique de molécules. Quand une molécule envahit la cavité nasale, elle rentre partout,
mais elle n'interagira qu'avec le récepteur qui lui est consacré. Un signal est alors envoyé au cerveau tout proche, et plus précisément vers le bulbe olfactif qui se trouve ici, au-dessus de la cavité nasale, dans le cortex préfrontal. Vous voyez, le chemin, il est très rapide en fait. Dans le cas d'une odeur constituée de molécules différentes, détectées par des neurones détecteurs spécifiques pour chacune, eh bien le signal qui en résulte est un signal complexe, bien évidemment. Alors on dit souvent que l'être humain a un odorat peu développé, contrairement aux chiens par exemple. En réalité, ce n'est pas vrai. Un humain peut détecter plus de 1000 milliards d'odeurs différentes. Le seuil de détection est très faible, même s'il varie selon les molécules. Concernant l'acuité olfactive, le grenouille de Patrick Suskind, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas véritablement un surhomme. Ce qui le rend exceptionnel, et pour tout dire fantastique quand même, c'est l'acuité avec laquelle il va distinguer et mémoriser les différentes odeurs, tout en identifiant les molécules qui le constituent. Grenouille est capable d'analyser une odeur, de la décomposer instantanément en ses multiples composés odoriférants et d'en produire une sorte de cartographie mentale. Après avoir appris sans aucune éducation, il est en revanche incapable, au début de sa vie tout au moins, de nommer ces molécules odoriférantes. Il lui faudra devenir l'apprenti chez un maître parfumeur pour savoir les produire et mélanger les parfums, essences et huiles odorantes afin de créer et de recréer des odeurs à volonté. C'est le cerveau, qui n'est pas représenté ici, mais qui est juste au-dessus, qui est capable et qui est chargé d'interpréter les signaux reçus et de reconstruire une représentation de l'odeur en fonction des différentes molécules détectées. Cette représentation, bien évidemment, elle met en jeu l'odeur elle-même, mais pas que. Le vécu de chacun, les souvenirs, le contexte dans lequel on va sentir. Et c'est pour ça que les odeurs vont être différentes, que la perception d'une même odeur va être différente selon qui la sent, et donc l'odeur va être différente et l'intensité avec laquelle chaque composant est perçu. C'est ainsi que l'acide caproïque, qui est encore ici, à forte dose, on considère qu'il pue, mais en vérité, en faible quantité ou masqué par d'autres molécules, eh ben, il ne suscite pas une telle répulsion. Par exemple, dans l'ananas. Et ça vous pose beaucoup moins de problèmes. Tout est une question de dosage. Je pense que demain, on aura droit à des détails encore plus efficaces. Alors, cette richesse quasi infinie des auteurs et la rapidité de leur perception permet donc d'envisager un langage et une grammaire des odeurs. J'ai ici une citation d'un roman de 1928 de Maurice Renard, Un homme chez les microbes. Et avant que vous lisiez ça, je vous décris un peu le paysage. Le héros, Fléchambeau, un nom d'avant-guerre, entreprend un voyage vers l'infiniment petit et visite un atome qui ressemble à un système solaire miniature. Dans cet atome, il prend pied sur une planète, entre guillemets, habitée par des créatures appelées les mandarins. Et ces habitants ont un sens de l'odorat extrêmement développé et communiquent par la parole, mais aussi par l'odorat. Cette compétence particulière leur a permis de concevoir une musique basée sur les odeurs. Fléchambeau décrit d'une manière plaisante un bal mandarin avec un orchestre de jazz odorant. Dans un coin du salon, des nègres verts se livraient à 1000 contorsions en manipulant des appareils qui exhalaient des odeurs les plus diverses. Avec des gestes rythmés et sans se priver de fantaisie comme de jongler avec des bouchons, faire des moulinets avec une longue fiole et bouffonner des jambes, du siège ou des épaules, ces étranges musiciens épileptiques découvraient en cadence des casseroles fumantes, débouchaient et rebouchaient des bouteilles ou des brûles parfums. L'un d'eux promenait ses 12 doigts verts sur le clavier d'un orgue dont les tuyaux contenaient des substances odoriférantes. Un orgue olfactif. Et ce jazz odorant est d'ailleurs apprécié avec dédain par son hôte, Agathos, qui porte un nez, qui est un noble de mandarin, et qui porte un nez peu amène sur ses modernités. De mon temps, soupirait-il, on n'aurait pas souffert une telle sauvagerie. La musique des parfums était embaumée, florale, simple comme nature, et si distinguée. Respirez-moi cette cacosmie. Alors, ça, c'est intéressant. Ce terme cacosmie qu'Agathos utilise est une invention, c'est un néologisme, mais c'est l'équivalent olfactif de la cacophonie musicale, qui constituait d'ailleurs le principal reproche fait au jazz dans les années 20.
Il est assez amusant de constater que dans le roman de Maurice Renard, les critiques du jazz olfactif qui sont ici sont de même nature. Je remarquai que les odeurs les plus vulgaires se mêlaient aux arômes les plus suaves. Par moments, des effluves de forêts mouillées ou de jardins féeriques étaient traversés de relents indignes, d'un fumet culinaire ou pharmaceutique. Et je ne me rappelle pas sans curiosité certains accords d'une hardiesse inconcevable, où luttaient la rose, l'œillet, l'ail, le ragoût de mouton, l'iode et le papier brûlé. Je pense qu'on est avant-guerre, il n'a pas mis des choses encore plus dégoûtantes. Mais je n'étais pas organisé pour saisir toutes les nuances d'une pareille exhalaison à beaucoup près. Quant au rythme, il m'échappait totalement. Cette proposition des odeurs comme élément de langage articulé au même titre que les mots et que les notes de musique, donc, est une idée qui provient d'une source très précise. C'est l'observation des insectes et leur mode de communication. En effet, les insectes, pour beaucoup d'entre eux, interagissent par l'intermédiaire de petites molécules volatiles qu'ils produisent. Et déjà, le grand entomologiste Jean-Henri Casimir Fabre, représenté ici à gauche, avait mis en évidence au XIXe siècle l'importance de l'odorat chez les insectes pour réguler les comportements et proposer l'existence de composés d'alarme ou d'attraction sexuelle. Mais à l'époque, il n'avait pas pu les mettre en évidence. Pour en avoir la preuve formelle, il faudra attendre près d'un siècle et la découverte en 1959 du bombicol, qui est représenté là dans sa case bleue, une substance qui suscite le comportement sexuel d'un papillon, le bombix du mûrier, qui est ici, juste en dessous, dont la chenille est le ver à soie. Un immense champ de recherche s'est alors ouvert pour les chimistes pour découvrir et synthétiser ces molécules messagères qui ont été appelées des phéromones. Ce terme, qui a été forgé à l'époque, était à partir du grec phéréine, qui veut dire transporter, et hormone, excité, décrit des molécules volatiles sécrétées par les insectes pour déclencher une réaction spécifique chez leurs congénères. Les phéromones sont des agents destinés à être émis par un être vivant à l'extérieur du système biologique, ce qui les différencie des hormones, qui sont aussi des molécules signalétiques, mais qui sont utilisées par un organisme pour assurer la communication à l'intérieur des mêmes organes. D'une manière assez étonnante, celui qui a découvert le bombicol, c'est Adolf Butenandt, qui est représenté à droite, qui était un chimiste allemand qui avait déjà été récompensé par le prix Nobel en 1939 pour la mise en évidence de l'estrone, de la progestérone et de la testostérone, qui sont les premières hormones sexuelles humaines qui ont été mises en évidence. Alors les phéromones constituent un mode de communication principal chez les insectes qui sont très souvent dépourvus du sens de l'ouïe et dotés d'une vue pour la plupart du temps peu performante. En revanche, leurs capacités de détection par l'odorat sont assez impressionnantes puisque certaines espèces sont à même de détecter une molécule à d'infimes concentrations dans l'air. Une molécule par mètre cube peut suffire. Pas tout le temps, mais peut suffire. L'odorat est tellement développé qu'il est très souvent directionnel, capable de remonter à la source. Et c'est ainsi, par exemple, que le moustique, que nous détestons tous, arrive à nous repérer dans le noir en détectant l'odeur, entre guillemets, parce que pour nous, ça n'a pas d'odeur, mais l'odeur du dioxyde de carbone que nous exhalons au travers de la peau. Donc ça ne sert à rien de se mettre dans le noir, ça ne sert à rien de... il vous sentira quand même. De nombreux types d'actions des phéromones existent. Elles peuvent déclencher une attraction sexuelle, évidemment, comme le bombicol qui est ici, mais également être utilisées pour laisser une trace, marquer son chemin à destination des autres, c'est ce que fait souvent la fourmi, pour marquer son territoire, pour déclencher une alarme, pour faire groupe contre un prédateur, et bien d'autres encore. Dans un roman intitulé « Dans la toile du temps », Adrian Tchaïkovski imagine des araignées pensantes qui ont construit une civilisation très développée. Malheureusement, dans leur développement, elles se heurtent aux fourmis, qui ont fondé, elles, une société très militariste et prédatrice. Et c'est bien sûr la guerre entre les deux espèces. Mais heureusement, les araignées du roman sont intelligentes et elles découvrent un moyen de gagner la guerre. Pour cela, elles réussissent à convaincre des carabes du genre Possus, et ce sont des insectes qui existent réellement sur Terre, qui vivent d'ailleurs au milieu de ces fourmis aveugles et qui ont l'habitude de les tromper. Chaque Possus, Possidé, dispose d'un ensemble d'agents chimiques pour manipuler et tromper les fourmis qui l'entourent, aveugles et vivant dans un monde entièrement fondé sur l'odorat et le toucher. Grâce à ce talent, ces Possidés créent un monde illusoire et orientent les hallucinations des fourmis afin de les pousser à obéir à leurs ordres.
Alors, la supercolonie de fourmis, dans sa guerre contre les araignées, a développé des défenses et emploie un équivalent chimique d'un système de cryptage des communications. Cependant, les carabes sont habitués à jouer avec les phéromones des fourmis. Le code variable de la colonie représente un défi constant pour les possidés. Ces derniers échangent en permanence des agents chimiques, des phéromones, avec leurs congénères afin d'actualiser leurs informations et de trouver les meilleures clés qui leur permettront de déverrouiller et de remanier le programme des fourmis. Les carabes ont une arme secrète. Ils sont capables de perfectionner leur odorat ancestral. Et en réalité, sur Terre, ces carabes vivent effectivement au milieu des colonies de fourmis. Ce sont des insectes dits myrmicoles. Et ils échappent à leur vigilance en camouflant leur odeur et se nourrissent de larves, des œufs de fourmis. Et ils arrivent à circonvenir la reine des fourmis pour qu'elle travaille pour eux. Alors, les phéromones d'insectes suscitent depuis le début des années 60 un intérêt croissant. En effet, l'utilisation de phéromones synthétiques permettrait d'influencer spécifiquement certains insectes et de maîtriser leur comportement et leur population. L'être humain veut jouer au carabe, quelque part. Les enjeux économiques dans le domaine de l'agriculture sont énormes, car ce contrôle pourrait aboutir à diminuer de manière conséquente le recours aux insecticides qui sont efficaces, mais peu sélectifs et très polluants. Les phéromones d'insectes font partie de stratégies de biocontrôle pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, au même titre que les agents macro-organiques comme les coccinelles, nématodes et autres acariens, ou micro-organiques, bactéries, virus et champignons. Chez les insectes, c'est les antennes qui sont les organes chargés de la détection des odeurs et des phéromones. Mais le monde des phéromones n'est pas réservé aux insectes. De nombreux mammifères, dits macrosmatiques, présente un odorat très développé. Et le siège de cet odorat est un organe que l'on appelle l'organe vaméronasal ou organe de Jacobson, qui est situé à l'intérieur des fosses nasales. Cette structure nerveuse contient des neurones hypersensibles directement reliés au cerveau. Chez certains mammifères, comme les souris ou les porcs, cet organe est très développé. Et comme chez les insectes, de multiples types de phéromones ont été également caractérisés. Phéromones de tété, de familiarité, de territoire, de reconnaissance et bien sûr de nombreuses phéromones sexuelles. Cette constatation a conduit à proposer l'implication de phéromones dans le comportement humain et de nombreuses recherches dans ce sens ont été entreprises dans les années 60-70. Et bien évidemment, la science-fiction s'en est emparée. Dans un roman de 1973 qui s'appelle La ruche d'Elstrom, Frank Herbert, qui est l'auteur de Dune, donc un auteur très important en science-fiction, imagine au fin fond de l'Oregon, aux États-Unis, une communauté humaine isolée qui s'est développée sur le modèle des colonies d'insectes sociaux, comme les fourmis ou les abeilles. Dans cette société insectoïde, les savants ont poussé à la perfection la connaissance de la chimie et sont parvenus à une maîtrise totale des phéromones humaines et de leur pouvoir insidieux de contrôle. Les phéromones artificiels sont utilisés pour inspirer le désir aux hommes de l'extérieur qui pourraient procurer ainsi de nouveaux gènes à la colonie. Alors, il y a des agents du FBI qui sont alertés par les pouvoirs publics qui sont envoyés pour visiter cette communauté. Ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Voici la description de leur premier contact avec des personnes de la secte. Elström, le chef de la communauté, aspira une grande bouffée d'air par les narines et il découvrit que la jeune fille s'était injectée de la drogue fécondante. Elle essayait de provoquer Perruge. Perruge, c'est le chef des agents du FBI. Mais pourquoi ? Et elle en ressentait les effets, elle aussi. Perruge était invinciblement attirée par la jeune fille et incapable d'expliquer ce magnétisme subi. Aucun sauvage de l'extérieur n'aurait pu comprendre la chimie pourtant simple de la situation. Perruge était dans un état de demi-choc. Il ne se rappelait pas avoir cédé aussi vite et complètement à une excitation sexuelle. Excitation que cette femme partageait. Elle restait là, toute près de lui, éperdue de désir. Alors un peu plus tard dans le roman, la phéromone dont la jeune fille de la ruche s'est servie pour séduire Perruge est utilisée carrément comme un agent aphrodisiaque puissant. Cette fois-ci, elle est administrée par injection, parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus rapide. Quand Perruge reçoit la jeune fille dans sa chambre, elle lui injecte la substance à son insu, ce qui le rend incapable de résister à ses avances. Ses muscles se refusèrent à un effort pareil pendant que le picotement se répandait dans tout son corps. Alors ses yeux se détournèrent de l'ampoule pour fixer deux seins admirables. Comme si un brouillard insinuant remontait de ses reins, Perruge eut l'impression que sa volonté tombait en déliquescence.
La seule réalité était cette femme qui maintenant l'enlaçait, l'étreignait avec une force dont il ne l'aurait pas cru capable et le faisait reculer jusqu'à son lit. Autant de plaisir ne peut conduire qu'à la mort. À son réveil, l'agent du FBI garde le souvenir vaseux de 18 orgasmes successifs qu'elle sentait et succombe à un arrêt cardiaque. Pouf! Après une trentaine d'années de recherche, quelle est la conclusion concernant l'existence de phéromones sexuels humaines? En fait, le sujet est encore très très controversé, parce que les constatations physiologiques contredisent complètement les expérimentations statistiques. En effet, l'organe vaméronasal, l'organe de Jacobson dont je parlais tout à l'heure, chez l'être humain est totalement atrophié, ce qui conduit à la conclusion de l'inexistence ou de la très très faible efficacité des phéromones sexuels humaines. Mais plusieurs expériences menées avec des cobayes humains semblent contredire cette conclusion, comme celle très controversée de Kirk Smith en 1978. Ça s'est passé de la manière suivante, si vous ne la connaissez pas. Dans une salle d'attente contenant plusieurs chaises identiques, une chaise a été vaporisée d'androsténol, une hormone sexuelle humaine présente dans la sueur masculine. Sur 840 femmes passées dans cette salle, 80% ont choisi de s'asseoir sur cette chaise précisément. Bon, néanmoins, cette expérience qui concluait à l'existence de phéromones humaines a été très critiquée, tant sur le protocole que sur l'interprétation des résultats. Puis il y a un petit problème de fond, c'est que l'androsténol, franchement, elle n'est pas volatile. Pour que les femmes arrivent à le sentir, il faut vraiment le vouloir. Donc, à mon avis, c'est du pipeau, tout ça. Mais on peut citer également une étude de McClintock en 1971 sur la synchronisation des cycles menstruels dans les milieux féminins fermés, comme les monastères. Mais alors, le problème, c'est que la grande difficulté de ce type d'études, comme d'ailleurs de celles menées sur les mammifères, on a la même problématique, c'est de différencier les comportements déclenchés par une phéromone réelle des comportements qui sont causés par l'imitation, plus ou moins inconsciente, ou simplement par l'apprentissage. Donc c'est extrêmement compliqué d'arriver à savoir. Et pour l'instant, ma conviction personnelle, c'est je suis désolé, les phéromones humaines n'existent pas. Mais bon, l'avenir nous le dira. C'est dommage, parce que c'est quand même vachement sympathique, mais ce n'est pas le cas. Alors jusqu'à présent, aucune preuve irréfutable n'a pu être apportée, mais ça quand même, c'est une légende scientifique qui a la vie dure. Je vais vous citer, il y a 2 livres ici de science-fiction, Philippe Joseph Farmer, dans une nouvelle célèbre qui s'appelle La Mer, où une créature extraterrestre, qui ressemble à une espèce de gros dôme, un peu comme la sculpture de dehors, mais vivante. D'accord? Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Et sur une planète inconnue, eh bien, il y a un astronaute qui débarque sur la planète et qui est perdu là, et elle a faim. Donc, elle tente de l'attirer par ce qu'elle connaît, par des phéromones. Sauf que, évidemment, c'est un astronaute qu'elle ne connaît pas. Donc, elle fait appel à ses souvenirs. Il lui semble qu'il y a de ça des siècles. Elle a vu des espèces de singes. Et donc, elle fabrique une phéromone de singe. Évidemment, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que les hommes ne sont pas des singes. Et tout particulièrement pas des singes en rut. Non, non, non. Et l'astronaute trouve cette odeur particulièrement repoussante. Mais comme il est humain, il est curieux. Comme il est curieux, il veut savoir d'où ça vient. Et donc, il va voir qu'est-ce qui a produit cette odeur infecte, et il tombe dans le piège quand même. La curiosité tuera l'astronaute. Un autre exemple d'apprentissage de communication olfactive interespèce est fourni par Jean-Claude Dugnac dans son roman « Trois hurrahs pour Lady Evangeline ». Alors, Lady Evangeline, c'est une adolescente à la sexualité exacerbée. Elle se retrouve prisonnière d'une colonie d'insectes qui a envahi la planète sur laquelle elle devait faire ses études. Seule survivante de cette invasion, elle apprend à communiquer avec ses ravisseurs par le contrôle des odeurs corporelles et parvient peu à peu à devenir la reine de la colonie. Les premiers temps, sa compréhension des messages objectifs était sommaire. Elle goûtait l'air du bout de la langue, fronçait le nez quand une puanteur soudaine agressait ses narines, mais ne déchiffrait rien, ni les nuances, ni les sous-entendus. Sa propre odeur corporelle véhiculait une information grossière, l'équivalent de grognements monosyllabiques d'un sergent de marine chargé des nouvelles recrues. Ça ne donne pas envie.
Depuis des mois, en revanche, elle s'efforce de développer ses talents de reine des parfums afin de compléter les claquements de mâchoire qui lui servent à donner des ordres. La ruche s'est peu à peu organisée autour d'elle. Alors, on peut fermer les yeux pour ne pas voir, se boucher les oreilles pour ne pas entendre, clore la bouche pour ne pas goûter, on peut ne pas toucher, il suffit de ne pas mettre les mains, mais en fait, il est quasiment impossible de se boucher le nez pour ne pas sentir, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons respirer. Et pour cette raison, l'odorat constitue dans la littérature de science-fiction ou de fantastique un médium extraordinaire permettant de dominer autrui. Dans un roman intitulé Chromosomes, Stéphane Beauverger décrit un monde déjanté dans lequel la société Carmax a développé un système de communication non électronique mais très performant, la phéromunication, qui utilise efficacement le langage des phéromones. C'est une méthode de communication, mais aussi bien sûr de manipulation. Et dans le parfum dont nous avons parlé tout à l'heure, le héros Grenouille le sait très bien, dépourvu de tout sens moral, il met sa compétence unique au service de son ambition, créer le parfum ultime permettant de dominer les autres et de le forcer à l'aimer. Et ce parfum absolu est un parfum non seulement humain, mais surhumain, un parfum angélique, si indescriptiblement bon et si plein d'énergie vitale que celui qui le respirerait en serait ensorcelé et qu'il ne pourrait pas ne pas aimer du fond du cœur Grenouille qui le porterait. Les hommes pouvaient fermer les yeux devant la grandeur, devant l'horreur, devant la beauté, ils pouvaient ne pas prêter l'oreille à des mélodies ou des paroles enjôleuses, mais ils ne pouvaient pas se soustraire à l'odeur. Dans La planète fleurs, on a à peu près la même chose. Dans un film qui est sorti en 2019, Little Joe, c'est la même problématique. Nous avons des fleurs qui dominent les êtres humains par l'intermédiaire de leur parfum. Je voudrais juste citer un petit passage du Baiser des ombres de Lorraine Hamilton, qui décrit un parfum aphrodisiaque surpuissant, les larmes de Branwyn, dont il suffit d'avoir juste quelques gouttes sur la peau pour déclencher un désir irrépressible chez soi et chez tout être humain qui sera en contact. Une part de moi ne supportait pas que cet homme fasse réagir mon corps ainsi, mais une plus grande part encore n'était qu'une infinité de terminaisons nerveuses et de chair saturée de désir. Je m'enfonçais de plus en plus dans les larmes de Branwyn, me noyant en elle. Bientôt, il n'y aurait plus de pensée, mais que des sensations. Tout ce que je pouvais sentir, ressentir, goûter, c'était la cannelle, la vanille et le sexe. On est un petit peu plus loin que le poppers quand même, hein ? Alors en fait, tout ça, phéromones, pollen, parfums, toutes ces substances moléculaires ou macromoléculaires sont destinées à affoler les sens. Pas seulement à soigner, mais aussi à exciter. Les parfums sont des substances complexes, comme on l'a dit et on va le redire, hein, qui sont extraites le plus souvent des végétaux, plus rarement des animaux, ça a été évoqué tout à l'heure, mais il s'agit de fournir à volonté une odeur agréable et sensuelle. Le parfum est l'attribut de l'être désiré et est conçu pour susciter ce désir dans une tentative de substitution des phéromones humaines inexistantes. On assiste en quelque sorte à une réactualisation du jardin aromatique plusieurs fois convoqué dans la Bible. Et ça, c'est une citation du Cantique des Cantiques. C'est une métaphore de l'être désiré. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. On y trouve réunis du henné et du nard, nard et safran, roseau aromatique et cinnamome, c'est la cannelle, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. L'être aimé doit forcément sentir bon. La perception des odeurs a beaucoup évolué au cours de l'histoire humaine, hein. On a largement parlé tout à l'heure. On vit actuellement dans une civilisation qui bannit toute odeur un peu forte à coup de déodorisants et de parfums d'ambiance, mais c'était bien évidemment différent. Il y a le livre qui a été cité tout à l'heure d'Arlin Corbin, le livre d'Annick Le Guerrer sur le parfum et la perception du parfum, etc. Et le paysage olfactif au XVIIIe siècle, à l'époque de Grenouille, est très largement décrit. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Forcément, puisqu'on n'a plus le droit de se laver, hein, à cette époque-là. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton, le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu'aux en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Ça donne vraiment envie.
Dans un tel paysage olfactif auquel les gens étaient habitués, eh bien, la moindre odeur forte était agréable et très recherchée. Alors, les parfums, on l'a vu tout à l'heure, c'est une histoire ancienne, hein, mais ce qui a été dit, mais sur lequel je vais revenir, c'est qu'au début, les anciens utilisaient des matériaux biologiques tels quels, ou mélangés avec des huiles ou des graisses solides. La cannelle, qui est représentée ici, qui est en fait l'odeur qui donne le parfum caractéristique de l'épice de dune, est un bon exemple. Elle est connue depuis l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient dans leur processus d'embaumement des morts, propriétés aromatiques, antiseptiques, antifongiques, ça a été dit. Ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, mais que je rajoute, ça me permet quand même d'en rajouter un tout petit peu, c'est de dire qu'en fait, Hérodote la faisait venir d'Arabie. Comme d'ailleurs l'encens, la myrrhe et le lédanon, le labdanum, qui est encore utilisé de nos jours. D'accord ? En fait, Pline l'Ancien, plus tard, va essayer de corriger. Il va dire non, non, ça ne vient pas d'Arabie du tout, ça vient d'Éthiopie. En fait, pas du tout. Ça venait du sous-continent indien. Mais personne ne le connaissait. Mais le résultat des courses, quand même, c'est que l'origine arabe de toutes ces épices fait que l'Arabie est demeurée dans la mémoire collective comme le pays des parfums, le pays suprêmement parfumé. D'ailleurs, rappelez-vous, reste toujours l'odeur du sang. Tous les parfums de l'Arabie n'adouciraient pas cette petite main. C'est ce que dit Lady Macbeth dans la pièce de Shakespeare. Les parfums de l'Arabie, c'est exactement ça. Alors, la cannelle, que l'on voit ici, avec l'encens et la myrrhe et le labdanum, est constituée de l'écorce de la poudre de l'écorce du cannelier, originaire de Ceylan. Elle était utilisée telle qu'elle, comme de nombreuses substances odoriférantes de l'Antiquité. Et peu à peu, au cours de l'histoire, les méthodes d'extraction des composés moléculaires, des huiles essentielles, qui forment les fragrances animales ou végétales, ont été développées. Il en existe fondamentalement 4 qui ont été évoquées très rapidement tout à l'heure. On va les utiliser en fonction de la stabilité et de la dégradabilité des principes actifs qui constituent la fragrance principale. La méthode la plus simple, c'est le pressage, qui permet d'obtenir par exemple l'huile essentielle de citron, la fleur d'oranger ou la bergamote. Néanmoins, cette technique est assez limitée. Il faut que l'huile essentielle soit facilement exprimée telle qu'elle. Une autre technique a été dite tout à l'heure, c'est l'entraînement à la vapeur ou la distillation à l'eau. On a ici une représentation, d'accord ? La plante est mise à bouillir avec de l'eau dans un alambic et la vapeur entraîne le principe odorant de la plante. Cette technique est encore très couramment utilisée. La lavande, la cannelle, la citronnelle, la girofle, beaucoup d'autres huiles essentielles de plante, le camphre, le menthol, que vous pouvez sentir autour de moi parce que je me suis badigeonné de baume pour essayer de calmer mon labago, typiquement, ça issu comme ça. Alors, le défaut de tout ça, c'est qu'il faut chauffer. Et donc, l'entraînement à la vapeur n'est utilisé que pour les huiles essentielles qui supportent la montée en température et que les principes actifs aient une affinité avec l'eau. Si ce n'est pas le cas, on va utiliser, par exemple pour la rose, l'ylang-ylang, on va utiliser l'enfleurage à chaud, où on va mettre les graines, les fleurs, les branches dans un récipient rempli de graisse, et la graisse va se charger de parfum qui va se dissoudre dans la graisse, et la pommade qu'on obtient ainsi peut être utilisée telle qu'elle, ou diluée dans l'alcool. Une fois cet alcool évaporé par distillation, l'huile essentielle est obtenue, et comme le dit le grenouille de Susskind, c'est la pure huile des fleurs, leur parfum tout nu, concentré 100 000 fois pour donner quelques gouttes d'essence absolue. Cette essence avait une odeur qui n'avait plus rien d'agréable. On en a parlé tout à l'heure. D'accord ? Une odeur forte et âcre, presque douloureuse. Et pourtant, il suffisait d'en délier une goutte dans 1 litre d'alcool pour lui redonner vie et ressusciter un champ entier de fleurs. Pour certaines fleurs dont le parfum ne supporte même pas d'être chauffé, comme le jasmin ou la jonquille, on va pratiquer l'enfleurage à froid. Vous avez une image à droite avec la jasmone qui est l'odeur de jasmin. On étale de la graisse sur les parois d'un châssis en verre avant de la recouvrir de fleurs et celles-ci sont ensuite renouvelées jusqu'à ce que la graisse soit parfaitement imprégnée de leur parfum. Alors, en fait, le problème de ces molécules, c'est que c'est l'huile essentielle. Le problème de tout ça, c'est que l'huile essentielle de la plante, à la fin, c'est généralement un mélange. L'huile essentielle de citronnelle, le lemongrass, est constituée à 80% de citral, mais à 80% seulement. Et l'huile essentielle de girofle est faite à 90% d'eugénol.
Et le génol est aussi le constituant principal de l'huile essentielle des feuilles de cannelle, mais des feuilles, parce que l'écorce de cannelle est constituée principalement de cinnamaldéhyde, enfin l'essence de l'écorce de cannelle. L'écorce elle-même, c'est autre chose. De son côté, l'huile essentielle de lavande est constituée de plus d'une centaine de composés différents, le S-linalol, le lavanduol, présent en quantité importante, mais seulement à 20 à 30%. Tout le reste fait partie aussi de l'essence de lavande. Et quelquefois, la fragrance peut n'être due qu'à des composés extrêmement minoritaires. C'est ainsi que, très curieusement, les compositions exactes de certaines huiles essentielles ou résines odorantes restent encore très très mal connues. Les acides olivaniques, là, qui sont au milieu, sont les composés responsables de la note de fond de l'encens, qui est une résine quand même très connue depuis très 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 longtemps, et elles n'ont été isolées et caractérisées qu'en 2016. Donc ça fait quand même moins de 10 ans. C'est donc encore tout un champ de recherche. Alors, ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le problème du chevretin porc-musc, sauf que voilà une photo, c'est ça, le chevretin porc-musc, et qui, effectivement, a le défaut de devoir être tué pour fournir la muscone, qui est cette molécule-là, la molécule naturelle qui fournit l'odeur de musc. Et à cause de ça, évidemment, eh bien, comme le musc était recherché depuis l'époque romaine, eh bien, le chevretin porc-musc a fini par quasiment disparaître. Et elle aurait d'ailleurs sans doute disparu si, en 1888, le chimiste Albert Bohr, qui travaillait sur le TNT, strictement rien à voir, un explosif, n'avait pas découvert par hasard, complètement par hasard, une molécule qui possédait le même type de fragrance que la muscone, mais avec une structure totalement différente. C'est le musc cétone ou musc artificiel. Et il a été employé jusqu'à la fin du XXe siècle, justement dans le numéro 5 de Chanel, en fait. Et il y en avait plus de 10%, c'est quand même pas négligeable. Et il a été arrêté relativement récemment parce qu'il est un petit peu toxique. Et donc, il est actuellement remplacé par des molécules qui sont des composés synthétiques comme le galaxolide ou l'ambretolide, qui peut être utilisé soit par synthèse, soit extrait de l'huile essentielle d'ambrette. Alors, un parfum ne se limite pas à une seule huile essentielle, ça a été dit tout à l'heure. La révolution technologique qui a été la découverte de l'alcool. L'alcool a été découvert par Rhazès, l'alchimiste arabe, au Xe siècle. Et la recette est restée dans les pays arabes, ça a été redécouvert par Raymond Lulle au XIIIe siècle, mais effectivement c'était une découverte révolutionnaire, puisqu'avant il fallait utiliser le parfum solide, liquide, en huile essentielle, il fallait en mettre, dès qu'on mettait une goutte de trop ça puait, enfin bon c'était extrêmement difficile à manipuler. L'utilisation de cet alcool, esprit de vin, a permis la formation effectivement des parfums modernes, dont l'eau de la reine Élisabeth de Pologne, que voici à droite, donc je passe là-dessus puisque ça a été largement raconté. L'art du parfumeur, qui j'imagine va être largement abordé par Jean-Claude Héléna, consistera à associer des essences de manière judicieuse et afin d'obtenir un parfum équilibré avec la note de tête, de cœur et de queue. Néanmoins, quand vous regardez toutes les références que je vous ai citées, on parle de parfums, de phéromones dans l'imaginaire. Mais de quel parfum, de quel phéromone parle-t-on? On ne parle pas de composés qui vont soigner. Ça, c'est pas la peine. Pas dans l'imaginaire. Je suis revenu sur le champ de l'imaginaire, pas sur le champ de la réalité, c'est un autre sujet. Mais dans le champ de l'imaginaire, vous avez bien noté qu'une très grande partie de mes références, elles avaient quand même des connotations sexuelles non négligeables. Parce qu'effectivement, nous sommes sur le terrain, dans l'imaginaire, du parfum comme l'excitateur des sens. Et l'objectif, rappelons-nous quand même que l'objectif ultime de Grenouille, c'est de concevoir le parfum suprême, celui qui obligera tous les êtres humains à l'adorer comme un dieu vivant. Et le parfum, qui a lu le parfum de Suskind? Alors je suis désolé pour les autres parce que je vais spoiler un max là. Donc bouchez-vous les oreilles si jamais vous voulez pas, parce que là pour le coup je vais raconter la fin. Et il va créer, vous vous souvenez, il va finir par créer ce parfum à force de crimes odieux. Et au moment où il est arrêté,
ce parfum, il l'utilise, et c'est la cause d'une véritable orgie sexuelle qui met en jeu plusieurs milliers de personnes lors d'une scène mémorable et jubilatoire. Je cite, ça vaut le coup, « Tel qui, à sa vue, n'avait d'abord inspiré que pitié et attendrissement, était désormais plein de concupiscence toute nue. Tel qui avait d'abord admiré et désiré en était maintenant à l'extase, et tous se sentaient mis à nu et empoignés par lui à leur endroit le plus sensible. Il avait touché au centre même de leur érotisme. C'est comme si cet homme avait eu 10 000 mains invisibles et qu'à chacune de ces 10 000 personnes qui l'entouraient, il avait mis la main sur le sexe et le caressait exactement de la façon que chacune d'entre elles, homme ou femme, désirait le plus dans ses fantasmes les plus secrets. La conséquence en fut que l'exécution prévue de l'un des plus criminels, les plus abominables de son époque, dégénéra en la plus grande bacchanale que le monde eût connue depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Et face à l'inanité d'être un dieu, de son désir d'être un dieu pour les hommes, renvoyé à lui-même et à son propre vide intérieur, Grenouille n'a plus d'autre solution que d'utiliser son parfum souverain sur lui-même et de finir littéralement dévoré par ses adorateurs en folie. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle exposé Une minute. Magnifique. De parfum comme excitation des sens, excitation des sciences, c'était votre lapsus, j'ai bien aimé. Donc peut-être qu'on peut prendre quelques minutes pour des questions qui s'adresseraient à la fois à Annick Le Guerrer et puis à Fabrice Chemla, pardonnez-moi. S'il y a des questions ou des remarques, c'est le moment de les formuler. Vous avez parlé de l'enfleurage. Le problème de l'enfleurage pose un autre problème, je vais vous en parler, c'est le 5 de Chanel. Le 5 de Chanel avait du jasmin qui était traité par enfleurage au départ. Le problème du 5 de Chanel fait que le parfumeur qui l'a fait, qui était Ernest Beau, le problème qui se passait, c'est qu'au bout de 3 mois, l'odeur du saindoux qui avait été utilisé pour l'enfleurage réapparaissait sur la peau. Donc... Ça, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, voilà. Mais il a fallu à peu près 20 ans pour passer chez Chanel du jasmin en enfleurage à du jasmin extrait par solvant volatile. Parce qu'au début, les clients voulaient cette odeur de saindoux. Mais le parfumeur disait non, ça ne va pas du tout. Ouais, donc il y a des problèmes aussi autres qui sont esthétiques, qui sont posés. Voilà. Et oui, parce que les odeurs, c'est des mélanges, les parfums. Oui. Et d'ailleurs, dans le parfum de Susskind, je ne sais pas si vous vous rappelez comment est-ce que Grenouille fabrique son odeur humaine. Il décrit les ingrédients qu'il utilise pour... il y a de la crotte de chauve-souris, il y a des toiles d'araignée, il y a des choses absolument horribles. Il met tout ça et ça lui donne une odeur humaine. Bon, c'est un peu misanthrope quand même. Hein. Oui, cette recherche de parfums aphrodisiaques, on la trouve depuis très longtemps. Nostradamus préparait des parfums aphrodisiaques à base de sang de chat, de chauve-souris, de roses, d'ambre. Ça a hanté l'imaginaire des parfumeurs. Hein, tout à fait. De toute manière, quand on regarde la littérature alchimique, les filtres d'amour étaient des filtres qui étaient censés être absorbés, mais d'abord et avant tout, ils jouaient par l'odeur. Quand on regarde même chez les Grecs, j'ai retrouvé chez Pline l'Ancien de mémoire des mentions de filtres, de plantes qui étaient censées avoir des vertus aphrodisiaques. Alors la problématique là-dessus, c'est d'arriver à identifier ces plantes. Et ça, c'est très très compliqué. Parce que les mots ont évolué, l'interprétation, l'identification des plantes qui sont citées, qui elles-mêmes ne sont pas forcément si bien décrites que ça dans les sources, c'est compliqué. Enfin, je pense que vous en savez un rayon. C'est le problème aussi. Il y avait au Moyen-Âge un parfum aphrodisiaque qui s'appelait le diazathirion, qui était fait à partir d'une plante dont les racines avaient la forme de 2 testicules. Oui. Et donc, cette plante était utilisée pour faire des parfums aphrodisiaques. Alors ça, c'est tout le problème des aphrodisiaques, c'est la renaissance de la théorie de Paracels, la théorie des signatures, qui fait que si ça a la forme d'une paire de couilles, eh ben, obligatoirement, ça va être bon pour la virilité. Excusez-moi, t'as dit, j'étais enregistré, je retire. Une paire de testicules. Vous nous
Vous avez présenté la structure chimique de la muscone et des molécules de substitution. Pourquoi la chimie moderne n'arrive pas à reproduire, à synthétiser cette molécule dont on connaît la structure? Alors, en fait, elle y arrive très bien. Sauf que ça coûte trop cher. Ça coûte bien trop cher. Et en réalité, j'ai un collègue, par exemple, qui vient de prendre sa retraite il y a de ça 2 ans, qui a fait sa carrière entière sur la fabrication de la muscone. En fait, sur une réaction particulière et qui conduit à la muscone. Et effectivement, on arrive très bien à la faire. Mais c'est une question de prix aussi. Oui, je voudrais intervenir là-dessus parce que la muscone, c'est un muscle que nous avons à disposition, mais la muscone a l'odeur que le nom. Ce que je veux dire, c'est que la muscone ne sent pas du tout le musc. Alors, une odeur, c'est une association de plusieurs molécules. Dans le musc naturel, on est à plusieurs centaines de molécules. Les chimistes, dans les années début du XXe siècle, ont bien compris que le musc naturel était très cher. Donc, si je peux découvrir l'odeur, la molécule qui sent le musc, je vais faire fortune. Donc, tout le monde se met à travailler, enfin tout le monde. Une société en particulier, qui est Firmenich, se met à travailler là-dessus. Le gars va avoir même le prix Nobel de chimie. Le problème, c'est qu'il va découvrir une molécule qui va pouvoir synthétiser et pour on va dire pour célébrer son travail, il va la baptiser muscone. C'est tout. Ça n'a l'odeur que le nom. C'est une odeur agréable, douce, sucrée. Moi, j'appelle ça le sucre de la parfumerie qui enveloppe tous, voilà. Et pas plus. Mais de très loin le musc. Parce que l'odeur du musc, ça sent le sang. L'odeur du sang, parce que c'est vraiment ferrugineux, parce que quand vous sentez le sang, ça a une odeur de fer, à cause de l'oxydation qui se passe. Et donc, on est très, très proche du sang, avec des odeurs fécales en plus. Donc, entre la merde et le sang, vous avez quelque chose qui sent le musc. Ça, oui, ça sent le musc. Alors, après, je pourrais vous expliquer, demain, je vous expliquerai pourquoi on utilise ça dans les parfums, et même encore, on utilise ça dans les parfums, mais voilà, la raison est là. Donc, il n'y a pas une molécule qui sent la chose, comme tout à l'heure, monsieur nous a dit, la jasmone pour le jasmin. Ben non, le jasmin, c'est 400 molécules. C'est un peu plus complexe que ça. Et pour faire un jasmin, c'est un peu plus compliqué que ça. Même si la jasmone, il y a du jasmone. Si on appelait jasmone dans le jasmin, c'est parce qu'il y avait une raison, c'est que oui, ça a une odeur de jasmin. Mais si je vous la fais sentir, vous me direz, mais je ne vois pas l'odeur du jasmin. Il faut être parfumeur pour s'en apercevoir, quoi. Voilà. En fait, du point de vue du chimiste, la jasmone est le constituant essentiel de l'odeur de jasmin. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, comme vous venez de le dire, la jasmone est un des constituants du jasmin. Par contre, si on enlève la jasmone de l'odeur de jasmin, ça ne sent plus le jasmin. Vous permettez, je ferai l'exemple. D'accord, ok. Venez au laboratoire, je vous ferai la démonstration. Ok. La plupart du temps, c'est quand même pas comme ça, la plupart du temps. Mais non, je vous assure que non. Alors, on aura une discussion. Un produit ce ne soir. fait pas l'odeur. Un seul produit Non, ne fait pas l'odeur. non, c'est pas ce que je dis. C'est simplement qu'un produit ne fait pas l'odeur, mais un produit est quand même nécessaire à l'odeur. S'il est absent, l'odeur est beaucoup moins forte. Ça ne veut pas dire que l'odeur... Non, parce que ça veut dire que l'odeur est due à tout le reste sauf lui. C'est un peu surprenant. Non, c'est une illusion. Je suis un créateur d'illusions olfactives, donc je sais bien comment vous créez des illusions olfactives. Je peux faire un jasmin sans jasmone, et vous me direz, ah, mais ça sent le jasmin. Ah mais oui, bon alors là ça devient technique, mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. En fait, on ne parle pas de la même chose. Je parle de l'essence de jasmin. Évidemment, on peut, tout à l'heure j'ai montré le substitut synthétique de la muscone, ça n'a strictement rien à voir, et c'est bien évidemment pas présent dans le musc. Le problème de l'odeur, en fait, voyez-vous, c'est que les détecteurs qui sont dans le nez, ils ne sont pas sensibles à la structure, enfin, ils sont sensibles à la structure de la molécule, mais d'une certaine manière. En fait, ils sont sensibles à la forme d'une molécule. Or, cette forme de molécule et la manière dont elle va ranger, un peu comme une serrure et une clé. C'est ça. Vous avez une clé et vous pouvez
la rentrer, et il est clair que si vous prenez la clé de chez vous et que vous essayez de la rentrer dans la serrure du voisin, ça ne va pas marcher. Donc c'est exactement la même chose au niveau des nez. Mais vous savez aussi qu'il existe des passe-partout, avec des clés dessinées de manière spéciale qui vont quand même rentrer chez vous et accessoirement aussi chez le voisin. Donc c'est de cet ordre-là l'interaction. Donc on peut avoir différentes molécules qui vont être tout à fait différentes, mais qui vont intervenir quand même de la même manière au niveau de la détection des neurones olfactives. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, elles vont avoir un effet elles vont avoir le même effet. On peut aussi avoir, dans certains cas, deux molécules qui vont avoir un effet synergique pour déclencher le même effet à la fin. Donc vous voyez, ça devient effectivement très très complexe à ce niveau-là. Pour avoir discuté avec deux utilisatrices, par exemple de Chanel numéro 5, Oui. toutes deux m'ont dit, avec la nouvelle formule, la formule la plus récente, le parfum ne tient pas. Voilà, c'est leur terme. Alors, est-ce lié à cette absence de musc finalement naturel, comme vous l'avez formulé au départ ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc finalement, le musc est utilisé aussi pour l'odeur, son odeur intrinsèque ? Le musc est utilisé pour l'odeur intrinsèque, et d'autre part, oui, c'est pour son odeur intrinsèque. Et la notion de rémanence, de tenue, ne vient pas que de là. De très loin ne vient pas que de là. Si ça se résumait à cette chose toute simple, j'ai mis 20 ans pour comprendre mon métier. Alors, on ne peut pas résumer à une chose comme ça, aussi simple que ça. Je vous assure que c'est compliqué. Je vous en dirai un peu plus demain. Et en plus, je pourrais vous dire aussi, par exemple, si on par exemple, parlait du jasmin tout à l'heure, le jasmin au matin n'a pas la même structure que le jasmin à midi, n'a pas la même structure que le jasmin du soir. Ouais. Ce qui veut dire que le jasmin du matin a un pourcentage de telle molécule très faible, à midi très fort, le soir très faible, et ceci sur les 400 molécules, ça bouge tout le temps. Ce qui fait que le jasmin sent toujours le jasmin, mais il se modifie dans le temps, il se modifie dans la journée, ce qui fait que c'est toujours du jasmin, mais ce n'est pas le même jasmin. Elle est identique chaque matin, elle se renouvelle. En plus, les odeurs peuvent tenir essentiellement à un composé qui est extrêmement minoritaire. J'ai parlé tout à l'heure des acides olivaniques. Il faut savoir qu'ils sont présents de mémoire à moins de 1% dans l'essence d'encens. Dans le morceau d'encens qu'on va faire brûler, d'accord, la poudre d'encens, moins de 1%, c'est de l'acide olivanique. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été si difficile de le caractériser, parce qu'il était présent en toute petite quantité. Donc c'est vraisemblablement lui qui donne la note de fond, c'est l'odeur persistante, celle qu'on sent quand on rentre dans une église, c'est celle-là, d'accord, et c'est aussi celle, accessoirement, qui est psychoactive, parce que l'encens est effectivement psychoactif, à haute dose, il faut le sniffer à haute dose, mais c'est psychoactif aussi. L'organe, pour les humains, on est assez mal formé pour sentir des odeurs. Les cavités laméro-nasales sont assez réduites. Alors que dans le temps, à l'origine de l'homme, je pense que l'odeur était assez importante pour eux, pour prévenir des incendies, pour opérer des animaux, etc. De plus en plus, on voit que pour l'humain, on n'en a plus vraiment besoin. Est-ce qu'on a des preuves qu'on est en train de perdre l'odorat petit à petit ? Au niveau anatomique de l'homme, est-ce qu'on a des moyens de savoir si effectivement on est dans une phase où, parce qu'on n'en a plus vraiment besoin pour notre santé, ou même, pour la santé peut-être pas, mais pour la sécurité, on est en train de perdre l'odeur. Ou dans l'histoire de l'humain, est-ce que, par exemple, on a des moyens de savoir si la perception d'un parfum il y a 1000 ans ou 10 000 ans a évolué au cours du temps? Alors pour la première, là il y a deux parties de la question. Sur la première, je suis pas paléoanthropologue, mais je pense que ça c'est extrêmement compliqué de le dire parce que l'organe de Jacobson ou tout le reste, d'accord, c'est des parties molles et elles ne se voient pas dans les squelettes que l'on trouve. Alors, je ne pense pas qu'on soit capable de dire que l'homme de Néandertal, par exemple, qui n'est pas antérieur, mais vous avez compris mon idée, ou celui d'encore avant,
avait un nez différent d'une autre. Est-ce qu'il sentait mieux, moins bien? Ça, je ne sais pas comment on peut pas le savoir. En ce qui concerne la perception des odeurs, au cours de l'histoire, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et ce que j'ai dit aussi, c'est qu'à mon avis, c'est extrêmement culturel. Ça dépend énormément de l'environnement. Quand on regarde un bébé, un nourrisson, il manipule son caca sans aucune difficulté. Ça ne le dérange absolument pas. C'est par l'apprentissage qu'il va apprendre qu'il ne faut pas toucher, que c'est quelque chose qui sent mauvais. Intrinsèquement au départ, ça ne sent pas mauvais pour lui. Ça a une odeur particulière, c'est tout. Donc là-dessus, il y a tout un apprentissage qui va se faire, qui va nous enseigner à trouver les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs, et ainsi de suite. Et ça, c'est une construction éminemment culturelle, et absolument pas innée.